Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque hebdomadaire, Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des indices égyptiens. En fait, aujourd'hui, nous allons vous proposer ces questions qui circulent partout. Quels seront donc les scénarios prévus pour le taux d'intérêt de la Banque centrale d'Égypte aujourd'hui? Et cette question se pose en fait, à la lumière de beaucoup de choses. La réunion du comité politique monétaire ou de politique monétaire de la Banque centrale d'Égypte aujourd'hui intervient à un moment très important. L'économie mondiale est entourée par de différentes crises, en particulier celle du secteur bancaire qui a souffert de défauts de paiement qui ne sont pas quand même produits depuis 2008. On trouve que des géantes banques telles que Crédit Suisse ou Deutsche Bank ont suscité beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes récemment, mais aussi des crises qui étaient principalement dues à l'accélération de la hausse de taux d'intérêt pour attraper ceux de la Fed américaine. Et quand même, malgré la situation économique mondiale et l'état d'incertitude imposé par la situation économique, imposée par la situation géopolitique mondiale sur les pays, l'économie égyptienne a continué de croître au cours du deuxième trimestre de l'exercice en cours de 3,9%. Dans le même temps, la situation locale, en particulier le taux d'inflation élevé qui ont atteint environ 40%, exerce, selon les experts, exerce une pression dans le sens d'une augmentation de taux d'intérêt selon les prévisions des analystes. Ainsi, la majorité des attentes indiquent que la Banque centrale peut donc prendre la direction d'augmenter les intérêts ou le taux d'intérêt généraux. Donc c'est ça parmi les scénarios, mais il y a d'autres scénarios, il y a d'autres facteurs qui sont intervenus pour prendre une telle décision. C'est ce qu'on va savoir, bien sûr, à travers les analyses et les explications de notre invité de marque, Dr Amr Hamed, le grand professeur de l'économie qui se trouve actuellement en ligne de NALTV International. Monsieur Amr Hamed, bonjour et bon Ramadan. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Ali. Merci beaucoup pour être avec nous à travers la ligne de NALTV International. Donc, la principale question qu'on a aujourd'hui, c'est les scénarios, les différents scénarios concernant le taux d'intérêt à la lumière de cette réunion qui sera tenue aujourd'hui, ce jeudi, par la Banque centrale égyptienne. Donc, il y a beaucoup de scénarios, mais justement, il y a des experts qui favorisent le scénario de taux ou de l'augmentation de taux d'intérêt. Comment vous avez lu cette situation? Le taux d'intérêt est une mesure qui est très fragile et très importante en même temps. Alors, comme vous le savez, les clients des banques, je veux dire pas les clients qui mettent des dépôts aux banques, oui. Ils sont normalement ils sont un peu contents quand le taux d'intérêt se relève. Mais ça c'est une devise qui est comme je viens de dire qui est très sensitive si vous voulez. Alors du point de vue économique, moi personnellement, je ne serai pas content du tout si aujourd'hui la Banque centrale va augmenter encore une fois le taux d'intérêt sur les dépôts aux banques. Pourquoi? Parce que c'est déjà trop élevé. Et si vous voulez, quand le taux d'intérêt sur les dépôts dans une monnaie qui est, en notre cas, c'est le livre égyptien maintenant, quand il se lève plus que, disons, un certain niveau, ça c'est une indication que l'économie même et les monnaies même est devenue un peu plus fragile. Alors, c'est pas toujours quelque chose qu'on doit accepter. Oui. Ouais. Oui, je vous écoute. Oui. Alors j'espère qu'aujourd'hui, la Banque centrale va maintenir
le plus possible le même niveau du taux d'intérêt. Donc c'est ça votre espoir. Mais sur le terrain, on trouve qu'il y a des hausses qui ont été entreprises par les autres banques de la région, la région arabe, les pays du Golfe, et c'est la même chose en Europe. Et ça, à la lumière de ces procédures et de la levée, de la hausse continuelle de la part de la Fed américaine. Donc, il y a beaucoup des experts qui favorisent encore une fois une augmentation, une hausse de taux d'intérêt de la Banque centrale. D'autres voient que peut-être il existe un autre scénario qui consiste ou plutôt au fait que la Banque centrale va fixer le taux d'intérêt à condition que les grandes banques soient autorisées à présenter des certificats avec un taux d'intérêt plus élevé pour absorber la liquidité résultant des certificats 18% qui ont été émis l'an dernier. Leur échéance tombe ce mois-ci. Donc, il y a d'autres prévisions et quand même, il y a une question. Alors que les banques centrales du monde essayent d'élever le taux d'intérêt, on trouve que dans l'autre côté, l'inflation n'était plus jugulée comme il a été espéré ou visé. Monsieur Hani, si vous voulez, je peux commencer avec les remarques que vous avez faites au commencement. À propos des banques centrales des régions arabes et vis-à-vis les banques centrales de l'Europe, disons, alors, ou du Ouest, l'Europe, notamment l'Europe. Il faut séparer les deux, parce que si vous parlez des banques centrales des pays de l'Orient, du Moyen-Orient, les pays arabes, alors on parle de l'Arabie saoudite, de l'Émirat arabe, de Koweït. Ça, ce sont peut-être les plus importantes économies des pays arabes. Alors, même s'il y a un peu de changement vis-à-vis le taux d'intérêt, mais le taux de change entre leur monnaie et le dollar n'a pas changé du tout. Et ça, c'est très important. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu le maintenir en Égypte, comme vous le savez. Le taux de change entre le livre égyptien et le dollar, c'est je ne veux pas dire un désastre, mais ça se réduit beaucoup pendant les quelques mois passés en Égypte, qui n'est pas le cas pour le rial de Saoudi-Arabie, le dirham de l'Émirat, le dinar de Kuwait, c'est pas le cas. C'est toujours maintenu au même. Alors, si vous voulez comparer l'Europe, c'est la même chose aussi. Le taux de change n'a pas vraiment changé. Il y a une fluctuation, c'est vrai, mais la conclusion, c'est qu'elle n'a pas changé. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas parler du taux d'intérêt sans le relier avec le taux d'échange. Ouais. Ces deux taux sont toujours reliés. Donc concernant les taux de change, par exemple, on trouve que le Conseil des pays du Golfe arabe ont annoncé leur adhésion à l'organisation de Shanghai. Et les Émirats arabes unis ont fait des transactions à travers l'yuan chinois récemment. Exactement. Il y a, si je peux dire, une sorte de désengagement entre les pays arabes et le dollar, parce que, comme vous savez, le dollar est en train toujours d'être à la hausse. Et c'est la même chose pour l'Égypte. On parle qu'il y aura des transactions en roubles russes, dont des transactions avec la Russie. Et c'est la même chose pendant la prochaine période, ou quelque chose comme ça, à travers les yuan. Les traitements ou les transactions seront à travers le yuan chinois. Et donc, comment ça représente une sorte d'allègement sur la demande du dollar ici en Égypte et sur le taux ou la valeur de la dollar face à la livre égyptienne? Ok. Alors ça, encore une fois, ça c'est très important. Ce qui se passe maintenant à travers le monde, c'est un jeu, c'est un game de, si vous voulez, de
bras de fer entre bras de fer entre les Occidentaux, les géants du monde, mais encore, il y a des pays comme l'Égypte qui doivent jouer le même game avec ces pays-là. Ouais. Et si vous vous rappelez, je voulais vous dire quelque chose, mais donnez-moi seulement une minute, parce que je me rappelais quelque chose d'autre. Qui est le pays qui est le leader économique du monde maintenant? Ça, c'est la question que je pose et j'ai la réponse. Parce que je sais très bien que vous allez me dire les États-Unis. Ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Pendant les quelques mois passés, on a maintenant des autres forces mondiales, notamment la Russie et la Chine et, pour votre surprise, l'Inde aussi. Ces pays-là sont vraiment dans le jeu, dans le game mondial. Ouais. Et c'est pour cela que ce que vous veniez de dire maintenant, qu'il y a des commerces internationaux qui sont effectués maintenant au yuan chinois ou bien au rouble russe. Ça, c'est le cas maintenant. Alors, le rôle de l'États-Unis comme le leader économique du monde est devenu un peu plus faible récemment. Si vous vous rappelez peut-être, pour jeter la lumière sur l'Égypte, peut-être vous vous rappelez depuis un an ou peut-être moins qu'un an, on parlait à propos du canal de Suez. En ce moment, peut-être, j'espère que vous vous rappelez que mon idée c'était d'insister que l'Égypte doit prendre au moins 10% des cours du canal de Suez en livres égyptiens. 10% seulement. Pas plus que 10% pour commencer. Parce que ça, c'est le jeu maintenant, Monsieur Hani. Le jeu maintenant est quel pays va imposer son monnaie domestique. Je sais bien que l'Égypte peut-être ne peut pas imposer son monnaie domestique maintenant, mais pourquoi pas commencer avec 10% avec notre plus fort secteur économique qui est le canal de Suez. En fait, vous avez suscité le canal de Suez, l'importance du canal de Suez, ainsi de suite. Et justement, pendant les derniers jours, il y avait des statistiques qui ont été révélées par la ministre égyptienne de la planification, Dr Hala Saïd, concernant l'économie égyptienne, qui continue, selon elle, de croître au cours du deuxième trimestre de 2023 de 3,9%. Et à cet égard, elle a donné des analyses concernant pourquoi ça a été augmenté. Parmi les facteurs qui ont dopé la croissance économique de l'Égypte, c'était la croissance de mouvements des navires au sein du canal de Suez. On parle actuellement de presque 9, quelque chose comme ça, 9 milliards de dollars en tant que recette pour le canal de Suez. Donc, c'est une augmentation. À quel point vous trouvez que c'est vraiment très génial d'avoir un canal de Suez élargi, un canal de Suez qui a assuré et qui est toujours ici dans cette situation géopolitique, dans cette guerre commerciale annoncée même avant l'arrivée de Biden, annoncée à l'ère de Trump, cette guerre commerciale entre les Chinois et les Américains. Je veux commencer avec le terme que vous venez de remarquer maintenant, le géopolitique. Alors, si on va parler à propos de géopolitique, maintenant, c'est notre discours maintenant, c'est pas un discours économique parce que ça va être un peu géopolitique, si vous voulez, qui n'est pas mon spécialité. Mais, je sais, mais nous parlons toujours que l'économie, il y a beaucoup de facteurs qui sont intervenus pour la détermination de la tendance, de la direction à prendre de la part des économies du monde, que ce soit émergentes ou des économies avancées.
Oui, c'est vrai, malheureusement, hein, vous avez raison. Malheureusement, oui, l'économie, c'est toujours affectée par les politiques, et par les géopolitiques et par des autres. Oui, mais bien, alors, encore une fois, est-ce qu'on avait en Égypte, est-ce que les autorités du canal de Suez, est-ce qu'on a élevé le taux de passage à travers le canal de Suez ou non? Le taux de passage, le tonnage. Oui ou non? Non. On maintient le même taux que le trafic est de. Pourquoi il y a une augmentation dans les gains du canal de Suez? C'est pas parce qu'on a augmenté le taux, mais c'est parce que le nombre de navires qui passent a augmenté. Mais ça, c'est le moment de augmenter le prix, le taux de passé. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, vous m'avez demandé à propos de ce qui se passe en Amérique avant le programme. Et je vous dis que ce qui était vraiment augmenté, c'est le prix du pétrole. Et les navires dépendent premièrement sur l'énergie, le pétrole. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à maintenant, on n'a pas déjà élevé le taux de passé. Le taux de passé par tonnage. Ça, c'est très important. C'est vrai qu'on a déjà élevé, il y a quelques mois ou quelque chose comme ça, on a élevé le taux de tonnage ou le taux de passage. Mais c'est le moment de relever encore une fois maintenant. Oui, de relever. Docteur Amr Hamed, j'ai en fait quelques indices à analyser de votre part. Parce que j'ai presque 8 minutes. Donc, toujours, on parle actuellement de l'économie et de l'inflation, mais sur le terrain, il y a des indices très importants, comme par exemple la chute du taux de chômage ici en Égypte, qui a enregistré une baisse notable de 7,2% au cours du deuxième trimestre de 2022-2023. Mais, ok, très bien. Mais si vous voulez, je veux terminer dans 1 minute seulement le sujet du canal de Suez du point de vue géopolitique. Dans 1 minute seulement. Le problème, c'est qu'on doit élever le taux de passé, mais encore une fois, ce qui est très important, c'est de fortifier du point de vue politique l'importance du canal de Suez, parce que comme vous le savez, maintenant, tout le monde parle du canal proportionnel, parallèle au canal de Suez qu'Israël maintenant pense à établir du Oujdoud sur le Méditerranée vers El Aqaba sur la mer Rouge ou à Khalid El Aqaba. Alors, ça c'est très important. Et ça c'est un autre sujet qu'on peut discuter en détail. Dans d'autres éditions, oui, mais ça c'est très important, on doit ouvrir les yeux. C'est pourquoi, permettez-moi quand même ajouter, c'est pourquoi l'Égypte essaye d'améliorer, d'élever son niveau géostratégique sur les voies commerciales à travers le fait d'avoir beaucoup de ports maritimes sur la Méditerranée et sur la mer Rouge, avoir des lignes ferroviaires, avoir des réseaux routier. Comme je sais bien que vous n'avez pas le temps, mais le problème, ce n'est pas du côté du Méditerranée. Le problème, c'est le côté du mer Rouge, en bas. Et ça, c'est pour cela que c'est un autre sujet. On va essayer de prendre ça en détail dans d'autres sujets, mais il reste presque... Maintenant, je veux sauter sur la question du chômage. N'est-ce pas? Alors, pour sauter vite sur la question du chômage, c'est vrai que le taux de croissance de 3,9%, c'est un très bon taux de croissance, mais comme vous le savez, du point de vue économique, encore une fois, le problème c'est que même si le taux c'est 3,9, mais je demande toujours la question, qu'est-ce qui se passe à propos de l'écart de niveau de vie entre les riches et les pauvres? Ça, c'est le problème. Et les pauvres, je veux dire. Ça, parce que les écarts de niveau de vie restent importants. Alors,
malgré le 3,9, que moi j'aime beaucoup le figure de 3,9, mais comment réduire les inégalités et la pauvreté? Parce que maintenant, on va toucher sur le sujet du chômage. Ouais. Et comment il y a seulement une seule solution. C'est établir les bases pour ce qu'on appelle en économie l'économie inclusive. Ça, c'est très important. Je crois qu'il y a toujours des programmes, des paquets de programmes socio-économiques lancés par le gouvernement égyptien afin d'arriver à ce que vous avez dit, une sorte de protection aux couches les plus fragiles, aux couches les plus pauvres ici en Égypte à travers des initiatives comme Ketfet côte à côte, d'autres initiatives comme la vie décente et d'autres subventions, que ce soit à travers l'approvisionnement en denrées alimentaires ou quand même à travers une subvention directe donnée par le gouvernement. Par exemple, récemment, il y avait des annonces concernant la hausse des salaires des fonctionnaires au sein des institutions de l'État. Mais pour terminer très rapidement, s'il vous plaît, il y a une sorte d'augmentation dans le taux des exportations égyptiennes et une sorte d'augmentation dans les investissements directs et étrangers de 94%. Très rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez qu'on parle des exportations maintenant ou bien... Ça va. En fait, le réalisateur m'a dit qu'on n'a plus de temps. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier beaucoup pour de telles interventions téléphoniques de votre part. Merci beaucoup, monsieur Amr Hamed, notre grand professeur de l'économie. Et donc, avec ça, nous devons clôturer cette édition et à la prochaine.